nous parce qu'il y a un autre invité, une autre invitée qui est avec nous, qui va nous rejoindre, en tout cas les prospectivistes, chercheurs, auteurs, conférencières également, présidente du GIEC Pays de la Loire, donc tout à propos évidemment pour notre territoire, présidente également du LEPAC, c'est le laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique. Avec Jérôme Cohen, elle a cofondé le grand défi des entreprises pour la planète, d'ailleurs, dont des héros et partenaires notamment, une initiative participative inédite qui fédère les acteurs économiques et la société civile autour d'un objectif commun, très clair, accélérer la transition de l'économie pour mettre en place un modèle durable pour tous. Merci donc d'accueillir Virginie Resson-Victor juste après ce jingle. Voilà, bonjour Virginie, je vous laisse nous rejoindre, vous installer confortablement. Virginie Resson-Victor, merci beaucoup d'être avec nous, c'est aussi un grand plaisir, un honneur de vous avoir. J'ai expliqué un petit peu évidemment votre parcours, les fonctions que vous occupez. Je voudrais, tiens, pour terminer cette séquence cet après-midi, angevine, qu'on fasse un focus sur les objectifs et nous rappeler les raisons d'être de ce projet, le grand défi des entreprises. C'est un projet qui s'inscrit pleinement dans un calendrier qui est tout à fait défini jusqu'à l'été prochain, mais je parle sous votre contrôle, bien entendu. Oui, mais oui, absolument. Je vais pouvoir le décrire un tout petit peu, mais je voudrais faire quand même le lien, parce que passer derrière Marc de la Ménardière, ça, c'est quand même pas si simple que ça. Et en fait, il y a beaucoup de connexions, et je vais faire la connexion par Sébastien Boller, parce que il y a 1 heure pile, il est à Ancenis, il est tout près d'ici. Et on a discuté exactement, on a eu la conversation que vous venez d'avoir. Évidemment, on est parti de ces ouvrages, Le Bug Humain et l'autre, son deuxième ouvrage, il va publier le 3e bientôt, qui s'appelle La Quête de sens, et qui rejoint aussi ce que vous venez d'évoquer. Et on posait la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait tromper le striatum, parce qu'il faut produire de la sérotonine, mais comment est-ce qu'on fait aussi pour changer les productions de dopamine. Alors je voulais quand même partager avec vous ce qu'il disait. D'abord la conscience, avoir conscience de ce qu'on fait, prendre conscience de tous les gestes au quotidien, manger lentement, contempler tous les exercices de pleine conscience, le partage. Le partage permet de produire beaucoup de plaisir et en plus de la sérotonine aussi, donc les deux. Et puis la connaissance, toujours entrer dans la connaissance des systèmes, connaissance des interactions. Voilà. Et alors on a continué la conversation et on disait mais il manquait encore quelques éléments. L'un d'entre vous l'avez évoqué, c'est la vision. C'est-à-dire que sans vision, on peut pas changer. Pour changer, pour partir d'un point et aller à un autre, il faut savoir vers où on veut aller. Si on ne sait pas la direction dans laquelle on veut, on peut bien se dire qu'on n'était pas au bon endroit, mais si on n'a pas le chemin pour aller ailleurs, c'est compliqué. Donc la vision, c'est tout à fait essentiel. Et puis j'allais presque dire une garantie du résultat. Une des difficultés dans le changement, dans la transition, c'est qu'on sait très bien, effectivement, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent plus, qu'il faut changer. Pour autant, ce qu'on engage comme action, et en particulier, c'est vrai sur le climat, parce qu'on parle là d'enjeux, on parle en décennies. Biodiversité, c'est un peu différent, parce qu'on peut avoir des résultats beaucoup plus proches dans le temps. Mais pour le climat, c'est très compliqué. Donc, on nous demande de changer. On demande aux entreprises de changer de modèle, de changer de système, sans savoir, sans qu'elles puissent mesurer leur impact, quel effet ça va avoir à titre personnel. Est-ce que ce que je fais est vraiment utile? Et a fortiori, moi, à ma toute petite échelle, alors qu'on parle d'enjeux globaux, et puis on sait que dans 10 ans, ça va être encore plus compliqué qu'aujourd'hui, même si j'engage mon action, ça, c'est très difficile. Et c'est précisément en réfléchissant à ces deux aspects-là qu'on a pensé le grand défi des entreprises pour la planète. On s'est dit, pour une entreprise qui est au cœur du système, l'entreprise, elle est vraiment le cœur du dispositif. Elle a l'interaction, comme vous l'avez dit, des salariés, de ses fournisseurs, donc des ressources, du système économique, du système politique. Donc l'ensemble des parties prenantes. Voilà, l'ensemble des parties prenantes. Donc déjà, il est évident qu'il faut embarquer toutes les parties prenantes, parce qu'on peut pas exiger de l'entreprise qu'elle bouge, ou lui demander, exiger certainement pas d'ailleurs, mais l'inviter à bouger si on n'emmène pas les parties prenantes avec elle. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il faut, aussi, en termes d'impact, comment est-ce que l'entreprise X qui est à Ancenis ou à Angers sait que si elle bouge son système, ça va être utile si ses concurrents ou d'autres entreprises font pas la même chose finalement.
Et donc, à partir de là, on s'est dit, on va essayer d'imaginer un processus qui permette d'embarquer finalement tous les acteurs, toutes les parties prenantes, et de leur donner un outil pour une garantie d'impact, pour qu'elles puissent mesurer à quoi elles contribuent. Et donc, c'est ça le grand défi des entreprises pour la planète. Donc, c'est un processus qui va se dérouler qui est en 3 phases. Une première phase qui est une phase où on réunit les parties prenantes sous la forme des partenaires, donc des héros, effectivement, mais un ensemble de réseaux d'entreprises, des acteurs sociaux, des acteurs des syndicats, des territoires. Par exemple, la ville de Nantes la métropole nantaise, est partenaire du Grand Défi. Le Grand Ouest est très très représenté dans le Grand Défi pour les entreprises pour la planète. Des territoires, des étudiants. On a 6 organisations étudiantes, les 6 principales. Donc tout, des associations de consommateurs, des associations écologiques. Donc des gens qui en réalité se parlent quasiment jamais ou très peu et souvent en opposition. Et là, on va leur demander de dire ensemble quelles sont leurs préoccupations, quelle est leur inquiétude par rapport à cette transition. Et puis, quelles sont leurs propositions? Parce qu'en fait, les propositions, elles existent, les solutions, elles existent. En revanche, faire converger les acteurs vers les bonnes solutions impactantes, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est l'objet de la première phase qui va commencer en janvier. La grande consultation. La grande consultation, préoccupation et proposition. Voilà. Ça, c'est la première phase. Bon, c'est très clair. Et on va sortir de là un rapport, une synthèse, dont on va essayer surtout de voir quel est l'intérêt commun des acteurs. Comment est-ce qu'on peut bâtir sur l'intérêt commun? Plutôt que chercher à résoudre les différends, on voudrait appuyer sur ce qui fait commun. Donc, à partir de ce rapport, on va mandater 150 entreprises qui seront tirées au sort sur la base de 4 critères: géographie, statut, activité et il m'en manque un: statut, géographie, activité et taille d'entreprise, nombre de salariés. Et ces 150 entreprises qui vont être tirées au sort vont être représentées soit par leurs dirigeants, pour 60 d'entre elles, soit par un salarié, pour 60 d'entre elles, soit par un investisseur, un actionnaire, pour 30 d'entre elles, pour reconstituer cette fois les parties constituantes de l'entreprise. Et au cours de 6 sessions, elles vont réfléchir, elles vont regarder toutes ces propositions, elles vont en étudier d'autres, elles vont discuter avec des experts, avec leurs parties prenantes, pour évoluer d'une prise de conscience systémique de leur rôle, de leur responsabilité, de leur fonction, jusqu'à la mise en œuvre d'une centaine de propositions qu'elles doivent sélectionner au terme de ce processus. Donc, choisir 100 propositions d'action qui sont accessibles pour toutes les entreprises, faciles à mettre en œuvre, et qui, mises en œuvre collectivement par un nombre minimum d'entreprises, peuvent avoir un impact important rapidement. Et c'est ça la mesure d'impact qui va être clé, puisque c'est là où on se dit, il y a beaucoup d'initiatives, mais si elles ne sont pas menées par un nombre suffisant, c'est très difficile d'avoir un impact. Donc l'idée là, c'est de choisir des mesures qui permettent d'accéder à un impact et d'avoir des résultats. Donc ça, une consultation, de délibération vers des actions qui sont prioritaires. Voilà. D'accord, hein, c'est les 100 que vous évoquiez. Et la dernière étape? Et la dernière étape, ça va être une étape, j'allais dire, de validation collective et surtout de diffusion. Donc l'idée après, ces 100 propositions, c'est de les faire, de faire un sondage auprès des acteurs économiques pour voir comment ils les reçoivent, et ensuite de les diffuser en s'appuyant et de les adapter en s'appuyant sur nos partenaires, sur des héros, sur tous les réseaux qui sont engagés en phase de consultation, mais aussi auprès des politiques, auprès des territoires, auprès des universités, des écoles, etc., pour un ajustement, une mise en œuvre opérationnelle dans le reste de la société. Voilà. L'univers donc académique que vous évoquiez à l'instant. Ça veut dire quoi? Évangéliser, aller vers elles et leur donner envie de s'associer à ces actions prioritaires? C'est vraiment, moi je pense que c'est plutôt créer cet élan collectif. On l'a dit aussi ce matin, c'est marrant, sur ce qui fait le bonheur, ce qui permet d'accéder à tout ça, le fait d'être l'action collective est extrêmement importante. L'isolement est très rapide quand on travaille sur les questions de transition écologique, etc. C'est très facile c'est très rapide d'être isolé et donc d'être déprimé ou découragé. Et l'action collective, elle a un double effet. D'abord, c'est qu'elle permet d'emmener plus de gens. Et donc d'avoir un effet de masse beaucoup plus rapide. Et la deuxième, c'est qu'elle limite le découragement. Au contraire, elle crée de l'énergie dans cette transition et elle permet ce basculement qu'évoquait Marc à l'instant. Donc c'est l'idée de créer ce collectif et puis de montrer à quel point c'est accessible. Et enfin, on s'est aperçu que beaucoup de PME
pas les très grandes entreprises, elles ont un directeur du développement durable, elles ont des moyens, des temps dédiés à ça. Ce qui n'est pas le cas de toutes les TPE et PME, c'est compliqué parce que on est pris, on a des emplois du temps super surchargés, on n'a pas forcément les moyens d'avoir un directeur du développement durable, ni de passer énormément de temps à se former sur ces questions-là. Et donc l'idée, c'est aussi de faciliter le travail à tout ce tissu d'entreprise qui est le principal tissu en France, le tissu économique est principalement fait de PME. Et donc, c'est de leur faciliter le travail aussi par ce mouvement collectif et par l'élaboration de la formulation de ces 100 mesures. Donc voilà l'idée même. Et donc, on est ravis que DRO soit partenaire. Après, on a nos marraines aussi. Donc, on est à la recherche de marraines, c'est-à-dire toutes celles qui nous permettent de mettre en œuvre évidemment ce processus. C'est extrêmement important d'avoir les moyens. Pour l'instant, c'est un travail qui s'appuie uniquement sur du bénévolat, mais tout ça demande des moyens et donc voilà, on est en train de finir de préparer ça, de chercher tous ces moyens et normalement donc le début du grand défi, le lancement du grand défi, c'est en janvier. Avec des enjeux évidemment de convergence que vous évoquiez, et puis autour de la gouvernance, on aurait pu en parler longtemps évidemment. Je sais que ça fait résonance et que ça plaît ces sujets-là, notamment à François Guérin, qui connaît bien évidemment ces enjeux. Virginie Resson, Victor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Legranddéfi.org, ça c'est le site pour retrouver l'ensemble des informations.